Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire qui vous est proposé par Unéo. Avant qu'on se présente avec Bruno et puis pour laisser un petit peu de temps aux personnes de nous rejoindre, je vais vous présenter ou représenter le mode de fonctionnement de la plateforme que nous utilisons aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. Vous verrez en bas à droite de votre écran un premier onglet qui est un chat sur lequel je vais vous écrire. Voilà, je vous dis bonjour sur le chat, donc on peut se dire bonjour également ainsi. Je vous demanderai simplement de privilégier le chat pour peut-être quelques réactions. Et vous verrez également à gauche de l'onglet chat un petit onglet questions qui sera plutôt à privilégier, s'il vous plaît, pour les questions que l'on prendra en seconde partie de conférence avec Bruno. Et donc on y répondra avec plaisir, mais ça sera plus facile pour nous de retrouver vos questions plutôt que dans le fil de conversation qui peut parfois aller assez vite. Donc merci de privilégier plutôt cet onglet de questions. Autre information importante, les questions, elles sont anonymes, elles sont privées. Il n'y a que Bruno et moi qui les voyons. Donc nous préserverons votre anonymat. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de difficultés ou de freins à avoir. Il n'y a pas de questions taboues et on répondra vraiment à toutes vos questions tout en préservant votre anonymat. Donc pas d'inquiétude sur ce point. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Vous devez voir peut-être également un onglet pour des réactions. Voilà, vous verrez au fur et à mesure. Sur ce, je vais me présenter et puis je vais présenter Bruno. Donc, je m'appelle Alexis Péchard, je suis addictologue et je suis le président et le fondateur de GAE Conseil, une structure qui est spécialisée dans la prévention des conduites addictives. Peut-être juste une petite introduction. Quand on parle de conduite addictive, je fais référence aussi bien à ce qui a trait à la consommation de produits psychoactifs, donc tout ce qui est alcool, tabac, médicaments psychotropes, mais également les produits stupéfiants ou les drogues, dit autrement. Et puis, l'autre grande famille, c'est tout ce qui est en lien avec les addictions dites sans produit ou les addictions comportementales. On peut penser aux jeux d'argent et de hasard, on peut penser aux paris sportifs, on peut penser aux écrans et tout ce qui va être addictif ou addictogène en ligne, hein, les réseaux sociaux, les achats compulsifs, les jeux vidéo, les plateformes de vidéo à la demande, etc. On peut penser également à l'addiction au sport et puis encore bien d'autres formes de dépendance. Bruno, bienvenue, je suis très heureux de t'accueillir ici Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. et je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Bruno Mathius, voilà, je suis titulaire d'un diplôme universitaire en addictologie et je suis également patient expert. Alors, bah, peut-être du coup une première question là qui me vient naturellement, peut-être, moi je suis effectivement très au clair avec ce qu'est un patient expert, mais peut-être pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que déjà tu peux nous préciser ce qu'est un patient expert et quel est son rôle? Alors, un patient expert est une personne qui est atteinte d'une maladie, à savoir moi je suis atteint de ce qu'on appelle de la dépendance, de dépendance. Comment j'ai consommé pendant un certain nombre d'années des produits psychoactifs pendant un bon nombre d'années, et je suis aujourd'hui abstinent de tous ces produits depuis plus de 17 ans et demi. Ce qui fait de moi, ce qui me confère des connaissances concernant la maladie de la dépendance, mais également ce qui me confère des connaissances concernant la façon de pouvoir, en tout cas une façon de pouvoir sortir de cette maladie de la dépendance. Mon rôle, c'est d'aider les gens qui sont comme moi, qui sont dépendants, qui souffrent de dépendance. Alors, comme tu l'as précisé, hein, aux produits ou aux dépendances comportementales, et éventuellement de leur trouver une solution pour sortir de cette galère, parce que c'est vraiment une galère. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc tu as ce qu'on appelle effectivement un savoir dit expérientiel qui est lié à l'expérience que tu as eue de Voilà, cette c'est ça. maladie Voilà. et de tes dépendances. On va y revenir dans quelques instants. Ce webinaire, comme vous le savez, il est vraiment sur la question centrale de la place des addictions, de comment, le titre qui a même été donné, c'est «Vaincre l'addiction». On va vraiment être sur un dialogue à 2 voix, autour de ton retour d'expérience, personnelle et on va également parler de la question de la santé mentale. Alors on est aujourd'hui, en 2025, vous le savez, la question de la santé mentale est centrale et a même été, élue ou c'est c'est vu, comment dire? Enfin bref, la question de la santé mentale est, la grande cause nationale, aujourd'hui, donc on en parle de plus en plus, dans les médias, avec un objectif de
d'avancer, de déstigmatiser ces troubles, de pouvoir en parler plus facilement. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui en lien avec la question des conduites addictives? Tout simplement parce qu'il y a des corrélations extrêmement fortes. Et donc, on va également, au cours de ce dialogue et de cette conférence à deux voix, venir regarder, étudier un petit peu ces corrélations et voir comment l'une et l'autre, parfois, s'alimentent ou se dégradent. Bruno, donc tu as été dépendant pendant plusieurs années à plusieurs formes d'addiction. Tu as été dépendant à l'alcool, tu as été dépendant au cannabis, tu as été dépendant à plusieurs médicaments psychotropes, un Oui, antidépresseur, un anxiolytique, oui, si ma mémoire est bonne. Tes premières consommations, elles ont commencé vers l'âge de 13-14 ans, avec l'alcool tout d'abord. Ça a été une oui, rencontre, ça a été une révélation. une Voilà, est-ce que découverte. une découverte même, est-ce que tu peux du coup nous préciser, nous raconter comment s'est fait cette révélation et pourquoi? Parce que c'est pas anodin finalement de parler de révélation ou de rencontre. Tout le monde ne fait pas cette expérience-là, et c'est peut-être comme ça que ça commence d'ailleurs pour une personne dépendante. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cela, s'il te plaît? Alors effectivement, oui, le mot peut paraître un peu énorme, hein, révélation, mais c'est quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire, moi, j'ai consommé, vraiment consommé pour la première fois aux alentours de 13-14 ans. Hein. C'était bêtement un repas de famille. Je viens d'une région où même j'avais un entourage où l'alcool avait un statut quand même très particulier, c'est-à-dire on ne voyait pas mal dans le fait de consommer de l'alcool. Un garçon de 13-14 ans qui n'avait pas consommé, bah, c'était pas un homme, hein, ça allait tout ça allait avec la virilité. Et puis un repas de famille, je me suis enivré sous l'œil de mes parents, de la famille, hein, il y avait pas personne n'avait retrouvé à redire à ça, et je me suis enivré et j'ai eu vraiment une révélation, c'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un de plutôt anxieux, timide, introverti, et puis j'avais du mal avec le contact avec les gens, et j'ai eu cette révélation, c'est-à-dire que je me suis dit, alors ça c'est un feu d'artifice hein, pour moi, cette première prise d'alcool, et je me suis dit, ça y est, j'ai ma solution, j'ai ma potion magique, en fait. Je me suis dit, j'ai ma potion magique pour pouvoir vivre, j'ai ma solution que je vais pouvoir conserver, avoir sous le coude, comme ça, et que je vais pouvoir utiliser bah, quand j'en aurai besoin, quoi, en fait. Mmh. Et c'était parti. Alors, je vais pas vous dire que j'ai reconsommé dans des quantités industrielles les semaines ou les mois qui ont suivi, mais j'avais ça de tout à fait ancré en moi. C'est-à-dire que j'avais ce produit, vraiment cette potion magique en me disant avec ça, ça va fonctionner. En tout cas, au début, c'était ma solution. Quoi. En ce début d'adolescence, enfin, oui, de vie d'homme, enfin d'adolescence en tout cas. Alors ce point-là, il est très important, enfin ce que tu révèles on l'entend, hein, et je l'ai entendu aussi chez d'autres personnes. D'autres personnes parlent parfois de lune de miel, tu Mm. parles de feu d'artifice, enfin bref, on comprend bien, quelque chose on parle de potion magique également, de révélation, bref, beaucoup de métaphores qui permettent de voir finalement très rapidement quelle place a pris l'alcool, même si effectivement il n'y avait pas encore du tout de perte de contrôle, d'usage à risque ou de choses comme ça, hein, telles qu'on pourrait retrouver, ce qui va arriver un petit peu plus tard. Mais en tout cas, une première découverte et un début d'apprentissage de voir dans la consommation et dans le produit le fait que cette consommation peut répondre à un moment donné à quelque chose d'autre. Voilà. Du coup, est-ce que il me semble que c'est vers un petit peu après, quelques années après, hein, vers tes 17-18 ans, qu'il va y avoir une accélération de ces consommations en regard finalement de cette révélation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu commences à perdre le contrôle? 17-18 ans, ça reste encore jeune. J'espère qu'on Oui. va pas faire peur aux gens qui nous écoutent en disant cela, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on situe et que tu situes dans ton histoire un dérapage et une accélération de tes consommations et qui se caractérise déjà par une forme de perte de contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Bah pourquoi de toute façon, dès que j'ai eu cette révélation, l'alcool ne m'a jamais quitté, même si c'était un peu distant au début, mais c'est devenu de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que c'est devenu souvent les week-ends, hein, quand j'étais vers 16, enfin 16, 17, 18 ans, les week-ends, tous les week-ends, le but du week-end, c'était entre guillemets de se mettre minable, c'est-à-dire de consommer. Moi, j'avais aussi un avantage, enfin si on peut considérer ça comme un avantage. Mes parents avaient un pavillon où ma chambre était au sous-sol et je n'étais pas loin de la cave. Voilà, donc j'avais sous la main tout ce qui était possible et imaginable. Hein. Voilà, il y avait du vin, il y avait de l'Est, donc il y avait de la Mirabelle, voilà, pas sous forme de fruits, hein, mais de liquide.
Et je me suis servi. Alors, je dois préciser quand même que au début, comme ça, l'alcool m'a aidé quand même. Ça a été une aide, ça a été un médicament quand même. Mais il y avait quand même déjà de la compulsion, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à m'arrêter. C'est-à-dire que dès que je prenais un verre, je ne me contentais pas d'un ou deux verres, je finissais là où les bouteilles, même déjà à cette époque. Quand même. Mmh. Et je ne fréquentais bien sûr que les gens qui consommaient, c'est-à-dire mes copains consommaient. Alors je ne sais pas, je n'ai plus de nouvelles aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont dépendants, eux. Mais en tout cas, voilà, il y avait un effet d'entraînement, un effet de groupe aussi. Voilà, bah, c'était surtout ça, quoi. Je veux dire, le but c'était de boire. Quoi. Voilà, la finalité c'était de boire les week-ends. C'était pas de voir des gens, hein, forcément, hein, mais Mmh. et il y avait toujours, et j'avais toujours des produits. C'est-à-dire que j'ai jamais été en rupture de stock d'alcool, en tout cas. Alors, la question de la consommation, hein, elle peut se faire aussi, elle peut trouver et répondre à différentes fonctions. Ça peut être, pour s'euphoriser, pour se désinhiber. C'est souvent d'ailleurs une des premières origines de consommation et peut-être encore plus quand on est jeune ou pour trouver, confiance et cetera. Mais ça peut être également pour anesthésier, s'anesthésier, oublier, passer à autre chose, atténuer une forme de douleur psychique, physique et cetera. Dans les mots que tu viens d'employer, tu as parlé, j'ai entendu le mot compulsion, j'ai entendu également, la question de la perte de contrôle. C'est voilà 2 concepts qui sont importants. Peut-être simplement je vais les repréciser, et parce que c'est également une question souvent que l'on se pose. Finalement, à partir de quel moment un comportement, une conduite doit nous alerter? Puis finalement, à partir de quand est-ce que ça devient une addiction? On a un moyen mémotechnique, qui avait été conceptualisé il y a quelques années par un addictologue qui est assez connu, qui s'appelle Laurent Carilla et qui a conceptualisé ça sous le concept dit des 5 C. Les 5 C, s'ils sont présents pendant au moins 12 mois, on peut considérer qu'il y a addiction. Alors le premier C, qu'est-ce que c'est? C'est la compulsion. C'est le 1er C que tu as employé d'ailleurs. Il y a une consommation ou une pratique qui, devient, compulsive. La deuxième chose, c'est que l'usage, il se fait de manière continue et il va se caractériser principalement par une perte de contrôle dans les quantités, dans les usages, sur le temps passé, si on pense aux écrans. La notion du temps peut être extrêmement centrale. Ce sont des activités qui prennent du temps à consommer, à y penser, à s'organiser, mais également du temps passé à récupérer finalement des usages ou des consommations. Les week-ends que tu faisais vers 16, 17, 18 ans, dont tu nous parles, et ces premières consommations d'alcool et ces moments où c'était compulsif et où il y avait cette perte de contrôle, tu mettais, alors même si tu étais plus jeune, tu devais déjà mettre un petit peu de temps à récupérer Mhm. de tes consommations. Le quatrième C, c'est le craving. Le craving, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin très très fort sur le plan psychique. C'est vraiment une envie irrépressible que de consommer ou de pratiquer. Autrement, on a des pensées obsédantes, voire même déjà des premiers symptômes de manque. Et puis, le dernier C, c'est les conséquences. Les conséquences, elles apparaissent alors plus ou moins rapidement en fonction des addictions dont on parle, mais avec des conséquences sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan du travail, de la réussite scolaire, etc. Je ne sais pas d'ailleurs quel type d'élève tu étais au lycée dans ces moments-là. Voilà, mais donc ces 5 C, si je les répète, la compulsion, l'usage continu, la perte de contrôle, le craving et les conséquences. 5 C, s'il y a présence des 5 C pendant au moins 12 mois de manière consécutive, on est bien dans une dépendance, dans une addiction. Alors je t'ai vu sourire à l'écran quand je t'ai dit, je ne sais pas quel type de lycéen ou d'élève tu étais. Je ne sais pas si du coup tu as envie de réagir, mais Oui, ah bah, j'étais un moyen, élève moyen. J'étais un élève très très moyen. Hein. De toute façon, je pratiquais des choses qui sont un peu inhérentes à la dépendance, comme moi, j'étais le roi de la procrastination, par exemple. Je sais que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les dépendants. Euh, une instabilité aussi dans les engagements, hein, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps dans ma vie. Et puis, il y a un mot qui ne commence pas par C, mais qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est l'obsession. mmh, C'est-à-dire que j'ai été à un moment, alors je sais pas quand elle arrive pas forcément à cette époque-là, parce que j'arrive encore à avoir des périodes où je ne consomme pas, mais à un moment arrive l'obsession, c'est-à-dire que je ne pense qu'à ça. Et quand tu parles des 5 C de Carilla, quand je fais des interventions, je dis que dépendance est un métier à plein temps.
C'est-à-dire entre le moment où je consomme, entre le moment où je vais m'en procurer, parce que quand je consommais des drogues illicites, en plus, ça prend encore davantage de temps. Et entre le moment où je récupère, où je dors, où je fais mes blackouts, c'est une grande partie de ma vie. C'est un métier à plein temps et qui me Mmh. permet, alors, on parlera tout à l'heure des conséquences, mais je ne vis que par ça et pour ça, en fait. Mmh. Voilà. À 95%, hein, j'ai quand même, j'ai été inséré socialement, je travaillais, mais j'ai quand même tous les matins, la première chose à laquelle quand je me lève le matin, c'est pas penser à mes filles, pardon, et à ma femme ou un voyage ou au boulot. C'est est-ce que j'ai du produit, est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que j'aurai le temps d'aller en Mmh. chercher. Mmh. Voilà, c'est un métier, un vrai boulot à plein temps quand même. Alors Cette malheureusement, c'est effectivement un boulot à plein temps et tu as raison de le rappeler et de le dire avec cette expression qui est tout à fait juste. Hem, on peut parler aussi et rappeler que l'addiction, c'est finalement une maladie de l'enfermement, une maladie de l'isolement, c'est une maladie du lien social aussi à un moment donné. Et bien comprendre qu'il y a plus de plaisir, dans les consommations, c'est un besoin. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose que l'on peut retenir, c'est de se dire que, au-delà des 5 C ou de ce moyen mémotechnique qu'on a évoqué, c'est de se dire et bien comprendre que l'addiction, c'est le passage d'une dimension de plaisir à une dimension de besoin et qui devient, totalement incontrôlable, dans les usages. Alors, on a parlé, donc là, on se situe vers tes 17-18 ans, tu es un jeune adulte, lycéen et cetera. On a parlé en introduction du fait qu'il y a eu cette découverte de l'alcool, cette perte de contrôle à ce moment-là, mais tu as, ajouté assez rapidement, un autre produit, qui est le cannabis, en l'occurrence. Hem, Qu'est-ce que le cannabis t'a apporté? Pourquoi tu t'es tourné également vers ce second produit? Comment il y a eu finalement, polyconsommation et puis à un moment donné dépendance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Bah, déjà, je remarque que de toute façon, il m'a toujours fallu un produit, en fait. Voilà. Mmh. Et le cannabis arrive dans ma vie, bah, pareil, quand je suis jeune homme, c'est un copain qui apporte ça, généralement. Alors, à l'époque, je vous parle des années 80, c'était beaucoup moins quand même fréquent que maintenant, hein. Mmh. C'était vraiment une vraie drogue dans le sens où c'était caché, c'était interdit, enfin ça l'est toujours, hein, mais à l'époque, c'était moins banalisé que maintenant. Et je découvre ce produit et puis moi, je me rends compte quand même qu'il m'en faut aussi. Quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. Mais dans ma tête, il y a cette notion de drogue douce, c'est-à-dire que ça me fera moins de mal que l'alcool, que j'aurai moins de conséquences, en tout cas que je deviendrai moins violent. Et c'est vrai que ça rend moins violent que l'alcool, que c'est vraiment un vrai anxiolytique, c'est quelque chose de très apaisant qui peut être euphorisant également. Et je sais maintenant que j'ai tout simplement changé de cabine sur le Titanic, c'est-à-dire j'ai un produit un peu moins agressif entre guillemets. C'est comme avoir une meilleure cabine sur le Titanic, mais je suis toujours sur le Titanic, quoi. Voilà. Et après, de toute façon, je suis retourné vers l'alcool et j'ai mélangé les deux. Et puis après les trois, puisque j'ai consommé aussi beaucoup de médicaments anxiolytiques. Voilà. En fait, je crois que je peux tout essayer comme produit. Il n'y en a pas un Mmh. seul que j'arrivais à gérer en tout cas. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà, tu commences à identifier, sans forcément mettre de mots dessus, que tu es quelqu'un qui a plutôt une personnalité anxieuse, voire que tu es sujet, à de l'anxiété. Ton humeur est peut-être déjà, je sais pas si on peut dire dépressive, en tout cas, il y a peut-être pas ce diagnostic qui est Mmh. qui est posé, à ce moment-là, mais tu identifies en tout cas sur le plan, psychique ces troubles-là ou en tout cas cette fragilité et tu trouves une réponse dans les produits, Oui, oui. principalement en matière d'apaisement, avec l'alcool et le cannabis, si je comprends bien? Oui, apaisant et stimulant. Mmh. Voilà, mais effectivement, mais je ne sais pas mettre des mots Ouais, ouais, tu le sur fais pas à cet ce état. moment-là. Hein, pour moi, en ce qui me concerne, il est normal. Voilà, je suis comme ça. Mmh. Je sais pas si mes copains sont comme ça. Euh, je- dans ma tête, presque, puisque je ne côtoie que des gens qui consomment, presque tout le monde est comme ça, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais. Euh, mais je ne sais pas dire je suis anxieux, je suis dépressif. Pour moi, c'est ma vie, quoi. Je veux dire, voilà, Mmh. j'ai pas de point de comparaison en tout cas. D'accord. Mais je Et sais l'effet que les produits ont sur mon état, de toute façon. Voilà. d'accord. Et ça fonctionne et c'est parce que ça fonctionne Au que début, je pense oui. que et ouais, bien sûr, alors on va y revenir à cela, hein, mais je pense que c'est important là aussi de pas, diaboliser,
les produits, c'est pas la question de savoir, il y en a qui sont mieux que d'autres, moins bien que d'autres, ou qui seraient plus légitimes que d'autres. Alors effectivement, il y en a qui sont licites, il y en a qui ne le sont pas, mais c'est de bien comprendre dans la logique des consommateurs qu'à un moment donné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qui vient se mettre comme un niveau de réponse, voire, éventuellement générer du plaisir et autres, mais que ça répond à un besoin, que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose qui peut s'accrocher, et c'est là-dessus que va se construire d'ailleurs le premier niveau de dépendance, qui est la dépendance psychique au produit, et qui va se caractériser finalement par une forme de mauvais apprentissage, qui va être que pour se sentir mieux, il va falloir consommer. Et puis à un moment donné, le corps Mhm. va faire cet apprentissage, ça va dépasser le cadre psychique pour arriver sur une dimension purement physiologique, et où là, effectivement, le corps va réclamer et va considérer, pour que retrouver cet état de bien-être, il va falloir avoir une certaine quantité, une certaine consommation de ces produits psychoactifs. Tu as dit également, et je voulais rebondir dessus, tu as parlé de drogue douce, en considérant que le cannabis était à l'époque, alors tu as rappelé aussi qu'il était moins banalisé qu'aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'effectivement, en 2024, on a dépassé quand même symboliquement le seuil de 50% des Français entre 18 et 75 ans qui ont expérimenté le cannabis. Donc on est encore sur une phase montante. Sur la question de la cocaïne, alors tu n'as peut-être pas été consommateur, ou en tout cas on n'en a pas encore parlé, mais sur la question de la cocaïne, on a passé là encore symboliquement un chiffre important des près de 10% des Français qui ont expérimenté sur la même tranche grande d'âge, hein, de 18-75 ans, alors qu'en 2017, on était à peine à 5%. Donc on voit bien qu'il y a une évolution et une tendance à la banalisation des consommations, y compris s'ils sont illicites. Sur la question de drogue douce, drogue dure, ça c'est encore une idée reçue qui est encore véhiculée aujourd'hui, et qu'on entend encore. Je rappelle simplement qu'il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. C'est une idée reçue. On parle plutôt de produits psychoactifs, ou de drogue ou autre, même si on n'est pas à l'aise avec ça. L'alcool est une drogue, même si culturellement en France nous ne sommes pas à l'aise avec ça. Euh, voilà, donc arrêtons de penser cela. Il y a des produits qui sont plus ou moins intenses, il y a des produits qui sont plus ou moins toxiques, et il y a également des produits qui sont plus ou moins addictifs et addictogènes. Mais y comprendre que derrière, il y a toujours un produit psychoactif, et que tout ça, c'est des leurres. Donc, ça, c'est important de le réavoir à l'esprit. On a compris, hein, donc dans tes propos, et j'espère que les personnes qui nous écoutent l'ont bien saisi, que l'alcool, le cannabis sont apparus après ces premières révélations comme une réponse, et finalement comme une forme d'automédication, j'ai presque envie de dire, et un apaisement de à la fois ton anxiété et en même temps de ton humeur, qui était plutôt quand même sur cette période-là sur un versant dépressif. À ce moment-là, tu as commencé à consulter un médecin généraliste, c'était d'ailleurs peut-être ton médecin traitant ou médecin de famille, je ne sais pas. Non pas pour la question des consommations qui ne t'apparaissait pas pour toi comme un problème, mais plutôt pour ton humeur. On est d'accord, hein, enfin, mais plutôt pour ton humeur. Alors, Je qu'est-ce qui s'est gérais, passé à ce moment-là? je gérais. Quelle était ta demande? Tu gérais ça, on pourrait y revenir aussi d'ailleurs, mais quelle était ta demande à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi tu as été voir ce médecin traitant? Alors, je vais rebondir sur dont tu parlais des médicaments. Je me suis servi de ces produits comme médicaments, effectivement, hein. Voilà, c'était mes médicaments non prescrits. Euh, la- les consultations avec le médecin arrivent plus tard, parce qu'en fait, je suis effectivement, alors on dirait bipolaire maintenant. Effectivement, j'ai toutes les caractéristiques du bipolaire, hein. Des chutes constantes dans les excès, alors je dis procrastination, problème avec les engagements, variation entre des sentiments de supériorité et d'infériorité, hein, la sous-estime, l'arrogance, enfin, tout ça. J'ai tout ça. Mais moi, je ne pense en, je vais me faire soigner parce que c'est une souffrance. Que l'alcool, c'est l'alcool qui quand même qui reste mon produit de choix. Et en fait, je le sais maintenant, hein, je parle avec l'expérience et le recul, c'est que l'alcool est un extraordinaire dépresseur. C'est-à-dire, alors ça peut être euphorisant, stimulant, anxiolytique à une certaine dose, mais pour moi c'est un extraordinaire dépresseur. Donc je vais voir mon médecin qui me traite pour une dépression, quoi. Alors, je vais pas rentrer dans la liste des produits que j'ai consommés grâce ou à cause de mon médecin, je vais dire grâce à elle. Elle n'est plus de ce monde. Mais voilà, j'ai toujours. Alors après, je consommais moins d'alcool, je ne consommais plus de cannabis, mais j'avais cette béquille-là qui était les médicaments. Jusqu'à ce que je me rende compte que ces anxiolytiques,
je l'ai mélangé avec l'alcool. Hein. C'est pas parce que j'avais mon traitement contre cette dépression que je me suis arrêté de consommer de l'alcool, parce que même si c'est précisé, même si mon médecin me l'a précisé, même si c'est précisé dans la notice, et je me suis rendu compte que ça faisait un anesthésiant extraordinaire, le mélange des deux. Quoi. Voilà, vraiment un truc de fou. À faire des blackouts, enfin c'était. Et ensuite j'ai fait, alors je sais pas si tu voulais poser la question, Alexis, ce qu'on appelle du nomadisme médical, c'est-à-dire que quand j'ai vu l'effet qu'avaient ces produits sur moi, j'allais voir, j'habitais Nancy, j'allais voir 3 médecins généralistes que je ne connaissais pas forcément, en jouant un peu la carte des pleurs, en disant ma situation est difficile, j'ai perdu mon ordonnance, alors il me faut tel produit, tel grammage. Et à l'époque, je dois avouer que les médecins généralistes n'étaient pas très farouches. Hein. Je ressortais avec mon ordonnance, j'allais voir 3 pharmacies et j'avais mon stock de produits. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des ordonnances sécurisées, mais voilà, c'était aussi ma cam. Quoi. Voilà, je consommais ces produits-là, je faisais du mésusage. Hein. Voilà. Franchement, je ne tenais absolument pas compte de ce qui était indiqué sur l'ordonnance. Ce qui m'intéressait, c'est l'anesthésion. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est moins facile. Alors, on peut trouver d'autres choses et trouver d'autres moyens, mais effectivement, c'était une autre époque. Les médecins étaient également peut-être un petit peu moins formés et à l'aise avec le sujet. Tu ne fais donc pas encore à ce moment-là, on est d'accord, hein, le lien entre finalement la dégradation de ta santé mentale, qui va finalement continuer à se dégrader, et avec la question de tes consommations. Tu dis que l'alcool est un dépresseur. Effectivement, l'alcool est un dépresseur. L'alcool apparaît comme une solution, on l'a dit, qui fonctionne au départ avant de dégrader. Alors, peut-être un simple point ou une précision, il est aujourd'hui prouvé, enfin on a un certain nombre d'études qui le montrent, et puis dans la pratique, au-delà des études, on se rend bien compte qu'on a des patients aujourd'hui qui arrivent, comme Bruno le décrit, avec à la fois une ou plusieurs consommations, une ou plusieurs dépendances, et puis en même temps, un ou plusieurs troubles en santé mentale. Il est aujourd'hui très compliqué de pouvoir déterminer qu'est-ce qui est premier ou secondaire, c'est-à-dire est-ce que c'était le trouble en santé mentale qui est premier et ce dernier va venir s'apaiser, se stabiliser, puis se dégrader par l'arrivée de la consommation d'un produit psychoactif, parce qu'encore une fois, ces produits dégradent la santé mentale. Et puis parfois, c'est secondaire. Vous voyez, donc on a parfois le trouble en santé mentale, puis l'addiction. Et puis parfois, il y a l'addiction, puis un trouble en santé mentale qui arrive de manière secondaire. Ce qui est certain, c'est qu'après un sevrage alcool, après 3 semaines, un mois, si on parle de l'alcool, on va voir la santé mentale s'améliorer, et parfois même sans traitement, très naturellement, simplement parce que l'alcool n'est plus présent. Ça peut faire partie également des améliorations constatées. Je ne sais pas d'ailleurs si certains ou certaines d'entre vous ont déjà entendu parler, voire même essayé de faire une expérience d'un arrêt d'alcool pendant un mois. Vous avez peut-être entendu parler du Dry January, qui est une proposition que de faire cette expérience d'un arrêt d'alcool, une pause d'alcool, pour interroger son rapport à l'alcool et voir et apprécier les bénéfices éventuels. Et ça peut faire également partie, au-delà de la question de l'amélioration du sommeil, d'une petite perte de poids éventuelle, etc., globalement, une amélioration sur le plan de l'hygiène de vie, mais la question de l'humeur peut également faire partie des améliorations que l'on peut voir sans même être forcément en situation de dépendance ou avec une perte de contrôle ou autre. Est-ce que du coup, tu peux nous détailler maintenant un petit peu plus ton parcours de dépendant finalement? Tu as été dépendant jusqu'à tes 45-46 ans à peu près. Tu as parlé de mésusage de médicaments, donc on comprend qu'il y avait l'alcool, le cannabis, puis à un moment donné les médicaments, où Oui. tu ne respectais absolument plus les prescriptions. Tu as développé une dépendance aux antidépresseurs, à des produits anxiolytiques. Comment ça s'est construit? Parce qu'il y a eu encore d'autres étapes, hein, entre 30 et 45-46 ans, avec des conséquences sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces étapes et ces conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et quel a été ton parcours de dépendant dans ces années-là avec ces produits, et puis y compris sur le plan de la santé mentale? Alors effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler la fin de ma dépendance active, mais qui est très longue. Hein. C'est une quinzaine d'années où là je suis vraiment dans l'obsession, la compulsion. Alors c'est médicaments, alcool, cannabis, un petit peu de cocaïne, mais je fais très attention. C'est idiot parce que je fais très attention à la cocaïne parce que c'est de la drogue. C'est quelque chose c'est de la drogue dure. Donc ça me plaît, mais ça m'effraie. Voilà, donc je reste sur mes trois basiques. Comme tu disais tout à l'heure, alors j'ai mis beaucoup de temps pour faire
la relation entre ma consommation de produits, ma santé mentale, et même ma consommation et le fait que ma vie, je vais utiliser un gros mot, hein, soit une vie de merde, hein, parce que la vie de dépendant actif, c'est vraiment une vie de souffrance, une vie, voilà, avec des conséquences. Alors des conséquences, j'en ai des milliers, hein, mais c'est perte de boulot, ma femme s'en va avec les enfants, je travaillais dans l'automobile, je cassais des voitures, alors j'avais la chance, si ça tentait que ce soit une chance, que si je cassais une voiture, on me virait pas parce que c'était du matériel qui appartenait à la société, donc j'ai le droit de détériorer du matériel. Bon, ça me valait des engueulades. J'ai fait des gardes à vue. Alors j'ai une chance extraordinaire de ne pas avoir fait de prison, de n'avoir tué personne, d'être encore en entier. Voilà, toutes les personnes qui sont là ont certainement entendu parler de l'affaire Pierre Palmade, mais j'aurais pu être Pierre Palmade, hein. Moi, j'ai conduit défoncé aussi, voilà. Donc, et j'ai une chance extraordinaire d'être vraiment encore vivant aujourd'hui. Je consommais tous les jours, hein, à la fin, c'est-à-dire vraiment à la fin, je consomme tous les jours. Voilà. Alors, il me faut toujours un truc. L'alcool, Deux, l'avantage, c'est trois que l'alcool. produits. Non, plus, alors à la fin, c'est plus de l'alcool parce que c'est beaucoup plus pratique. J'ai plus la patience d'aller chez mon dealer qui me fasse poireauter 1 heure et demie, qui me disent non, non, c'est pas 40, c'est 60 €. Enfin, tout ça. Bon, maintenant, l'alcool, il y a des prix fixes, il y a des magasins. Voilà, mais c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Aller faire la fête chez les gens, c'est est-ce qu'il y a de l'alcool? Enfin, est-ce que je vais pouvoir consommer? Alors, des fois, ça arrive il y a encore du cannabis, hein, il est moins présent, mais il est toujours là. Hein. Et c'est obsession compulsion, c'est-à-dire j'ai plus de boulot. À la fin, j'ai plus de boulot. Quoi. J'ai plus de boulot. Ma femme est partie avec mes filles. Donc, tu as été licencié du coup. Ah oui, mais c'est sur le champ. Et, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été licencié pour faute grave? Tu as été licencié parce qu'il y a eu un événement particulier? Tu parles de cassage de voiture, de dégradation de matériel? Est-ce que c'est au contact des clients? Est-ce que tu consommais sur le travail? Enfin, qu'est-ce Alors, qui se passait concrètement? j'ai tout ça. Ah, J'ai bon, tout bah, ça, Alexis, hélas. Mais je me fais virer parce que j'ai un comportement complètement inadapté. Je veux dire, j'ai un comportement très agressif, alors avec les clients, avec les clients, mais avec ma hiérarchie et avec mes collègues. Je suis imbuvable. J'ai cette espèce d'armure d'arrogance là que je promène et je l'utilise énormément dans le milieu du travail et ça me vaut un licenciement. Quoi. C'est même pas. Alors consommer, je le faisais hein, sur le lieu de travail. Je pouvais même m'absenter de mon lieu de travail, aller. Il y avait un centre commercial pas loin et aller consommer. Mais c'est même pas ça qui les a. Personne n'est jamais venu me dire que ce soit ni dans le milieu médical ni dans le milieu professionnel que je consommais. Quoi. Personne ne m'a jamais fait la. Ça devait se voir. Hein. Consommer de l'alcool quand même, ça se voit, ça se sent en plus. Mais ils ont choisi je pense sont mis dans cette faille-là, savoir mon comportement irresponsable dans le milieu du travail pour me virer quoi. Voilà. Et pas qu'une fois. Hein, j'ai fait 3 grosses boîtes dans l'automobile. Les 3 m'ont viré pour les mêmes raisons. Voilà. Et je suis devenu une planche pourrie dans l'automobile à Nancy. Et pour autant, alors, enfin, bon, il y a plein de choses hein, sur lesquelles on peut réagir, commenter. C'est vrai que j'aurais envie de t'interroger encore, mais parce que tout ce que tu nous partages est extrêmement riche. Pour autant, tu dis que tu as été licencié 3 fois. Oui. À aucun moment, ça déclenche ce qu'on appelle un Non. déclic ou une prise de Non. conscience. Non. Voilà. Non. Non. Donc, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je suis pas C'est des compris, cons. c'est des cons. Ah, voilà. Ok, non, mais je le dis, ok. Voilà. C'est de leur faute. Ouais, c'est Ils ne ça. savent pas m'apprécier. Ils savent pas m'apprécier. Ah, mais il me faut un temps. C'est là où le déni fonctionne très bien. C'est-à-dire, il me faut un temps immense entre. Je ne fais pas le rapport entre le fait que je consomme euh, et que je suis arrogant et que j'ai un comportement imbuvable. Sans jeu de mots, tiens. Avec tout mon entourage professionnel et le fait que je consomme, c'est-à-dire que pour moi c'est deux choses complètement séparées quoi. C'est Et bien sûr dissocié. le fait de me faire virer me fait consommer, hein. Voilà, mais je suis un incompris. Je suis une personne qu'on ne comprend pas. Quoi. Hmm. Ma femme s'en va, alors pareil, mais alors maintenant avec le recul, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a bien fait quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a bien fait, mais voilà, j'aurais pas vécu 24 heures avec moi quoi. Hein. Mais alors ça me met dans une tristesse et une colère de dingue, et je consomme là-dessus. Je ne fais pas le rapport, en aucun cas je ne fais le rapport entre tous ces événements, toutes ces conséquences dramatiques, et le fait que je consomme. Tu as parlé tout à l'heure, je rebondis maintenant. Donc, il y a eu
3 licenciements, le Hum, départ de ta femme. Tu n'as pas eu hum. de garde à vue tout à l'heure. Tu as dit j'ai pas occasionné Ouais, bah, d'accident, tu as fait référence à l'affaire, etc. Mais je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais là aussi, on peut se dire, je ne sais pas pour quelle raison, mais on peut se dire, là encore, c'est pas quelque chose d'anodin. Et pour autant, ça continue. Voilà. Donc c'est ah là, on oui, voit oui, bien oui. qu'on est dans l'addiction, qu'on est dans la maladie. Je ne sais pas si tu veux Il n'y a rebondir aucune encore, mais lucidité. ouais, c'est Il n'y ça. a aucune lucidité. Je me fais arrêter en voiture bourré, bien sûr, enfin défoncé. Je me suis fait arrêter en ville, en pleine ville, et comment, en ville dans Nancy, défoncé. Je sais pas, des gardes à vue, j'en ai fait 4 ou 5, quoi. Mmh. Mais alors, bien sûr, je les ai détestés sur le moment. Maintenant, je les remercie parce que au moins ils m'ont sorti de ma voiture et puis ils m'ont invité de conduire. Mais voilà. Mais non, je ne fais pas du tout, du tout mais maintenant quand j'y repense, c'est vraiment de la folie parce que je ne fais pas du tout le lien entre tous Mmh. ces événements et le fait que je consomme. Voilà. Alors, tu as dit également, quelque chose de très important et qui est malheureusement assez classique. Tu as dit, «Ni dans mon travail, ni, ni ton médecin ou le corps Mmh. médical plus largement n'ont abordé avec toi la question des consommations et finalement de ta problématique d'addiction». Alors pourquoi? Parce que finalement on ne sait pas, on est maladroit, on ne sait pas comment faire. C'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui, hein. Alors dans le monde du travail, il y a encore d'autres sujets. On peut avoir peur de la délation, on peut avoir peur, de rentrer dans la vie privée, de se dire: «Est-ce qu'on est légitime ou pas pour aborder le sujet? Qui sommes-nous pour le faire?» et cetera. Hem C'est finalement un peu aussi, une part du sens de l'engagement que tu as aujourd'hui en tant que patient expert. Pour nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, hein, aujourd'hui, au quotidien, que d'essayer d'outiller, de comprendre toute l'importance que d'aborder le sujet, le plus précocement, possible. J'ai même envie de dire, et peut-être avant que tu réagisses par rapport à ce commentaire que je suis en train de faire, mais on a tendance à dire que tant que le sujet n'est pas nommé, il n'existe pas. Et c'est clairement, en fait, ce qui se passe pour toi à ce moment-là. Il n'est pas nommé, on ne te parle pas de ce sujet et toi, tu restes du coup dans ton déni et finalement, le déni de ton entourage alimente d'une certaine manière ton propre déni. Ah bah c'est très intéressant ça. Le déni de l'entourage, il est assez dingue quoi, en fait. Euh, J'allais voir mon médecin généraliste, alors la famille bien sûr. Alors en famille ici, il y avait quand même des réactions, mais voilà, des réactions désagréables sans plus. Et je suis allé voir, alors comme j'étais dans une dépression quasiment chronique, je suis allé voir des psychologues, des psychiatres, j'avais même entamé une analyse. Jamais la question ne m'a été posée, mais je l'ai jamais verbalisé non plus. Mmh. Et pourtant, parfois, j'allais chez ces praticiens défoncés parce qu'on me donnait du courage. Quoi. Mais il y en a jamais un qui m'a posé la question à savoir est-ce que j'avais une consommation de produits jamais. Alors, on essayait de remuer mon enfance, de savoir l'origine de mon état, tout ça, mais jamais, il n'y en a jamais aucun, enfin jamais aucune de ces personnes ne m'a posé la question à savoir est-ce que je consomme des produits et à outrance. Hein, voilà. Et Ah, dans le milieu professionnel, c'était pas. Alors, j'interviens pour GAE pour certaines entreprises où il y a un accompagnement extraordinaire hein, pour les dépendants. Moi, à l'époque, c'était, enfin, entre guillemets, c'était pas d'actualité. Quoi. Je dis, voilà, il y avait un mmh, problème. Le problème, il était réglé par le licenciement. ouais. Alors c'est Voilà. vrai qu'aujourd'hui, on avance sur le sujet, fort heureusement. Ouais, ouais, ouais. Hem, alors on va continuer encore un petit peu à avancer dans ton parcours, dans ton histoire. On voit bien, hein, donc tout l'enraillement, de la découverte jusqu'à finalement la spirale de l'addiction, si je puis dire. Heu, à quel moment, heu, il y a eu finalement une prise de conscience, un déclic? Enfin, je ne sais pas si on peut parler de déclic pour toi, mais heu, quand on t'écoute, peut-être, ou peut-être même ton entourage se dit: «Mais finalement, avec tout ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas eu le déclic avant?» Ça, c'est souvent ce que peut se dire l'entourage, peut-être même, certains ou certaines d'entre vous qui nous écoutent ou qui t'écoutent, dans ton témoignage. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un élément plus spécifique qui a, permis, finalement de lever le voile d'une certaine manière sur ta consommation? Enfin, tes Alors, consommations? il y a un élément, déjà, il y en a marre. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis fatigué physiquement. Alors, mentalement, c'est incroyable, mais je suis fatigué, j'en peux plus. Et, il y a une tentative de suicide est possible. Hein. J'en ai fait plus comme des appels au secours que des vraies tentatives de suicide. Mais personne ne répondait par ma dépendance. C'est-à-dire, même quand je faisais une tentative de suicide, c'est pas la dépendance qui était mise en avant, c'était ma santé mentale. Quoi.
Mmh. Et puis alors j'ai par bonheur ou par malheur une sœur qui est dépendante comme moi, mais qui elle a 10 ans d'abstinence de plus que moi, qui a 27 ans aujourd'hui. Et à un moment, comme j'en pouvais plus, et c'est un déclic. Alexis, on peut parler de déclic parce que c'est même pas une prise de conscience parce que je sais même pas ce que c'est que je suis dedans et je sais pas ce que c'est la dépendance. Mmh. Voilà, je ne sais pas nommer cet état, cette bête là qui me ronge, je ne sais pas la nommer. Et je me tourne vers ma sœur et qui m'oriente elle vers un établissement. Voilà. Et je me sauve, mais elle Elle me sauve. était, peut-être pour précision, moi je connais la réponse, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, ta sœur était ancienne dépendante à quoi? Essentiellement le cannabis, elle. D'accord. Essentiellement le cannabis et de l'alcool également, mais son produit chouette est le cannabis. Voilà. Et je me tourne vers elle. Voilà. Et pourtant c'est quelqu'un dont avec laquelle j'ai une personne avec laquelle j'ai pas vraiment de contact. Hein. Je veux dire, elle vit sur Paris maintenant. Le peu de fois qu'on se voyait, elle voyait bien que je consommais, mais elle ne m'a jamais contraint, ni forcé, ni fait. Elle sait, je crois qu'elle sait elle que le jour où je serai prêt. Que, voilà, que ça sert à rien de forcer de vouloir le bonheur des gens malgré eux. Ça ne fonctionne pas. Elle peut pas me contraindre comment me convaincre en tout cas que je Alors, dois me prendre en main. j'ai envie de rebondir là-dessus. On s'était pas forcément dit ou prévu entre nous, mais c'est pas très grave. Il y aura pas de questions pièges. Peut-être deux choses. Est-ce que l'entourage peut essayer de convaincre? Et puis deuxième question que j'ai envie de te poser, et qu'on entend souvent aussi, est-ce que derrière il y a une question de volonté? Est-ce que c'est une maladie de la volonté ou pas, l'addiction? Donc je pense qu'on va être d'accord ensemble, mais Ouais, ouais, je ouais, te laisse, ouais. répondre. Alors, en ce qui concerne l'entourage, il est le plus mal placé. Voilà, puis je le sais maintenant. Alors pour faire un peu de psychanalyse de bistrot, on va dire, ma femme était infirmière. Hein, donc infirmière, son truc, c'est d'aider, de sauver enfin de sauver, en tout cas de soigner les gens. Et même avec son bagage, elle n'a pas pu faire grand chose. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je veux dire, et ça part toujours. L'entourage part toujours d'une très très bonne volonté vis-à-vis du dépendant. Mais ce ne sont pas toujours les solutions comment adapter. Et en ce qui concerne la volonté, alors moi j'ai énormément de mal avec ce mot-là. Hein, c'est pas une question de volonté parce que si c'était de la volonté, déjà de ma part, ça aurait pu être un choix d'être dépendant. Je me suis pas levé un matin en me disant qu'est-ce que je préfère de ma vie, je vais consommer des produits, ça va être cool, je vais ruiner mon existence, je vais ruiner mon entourage, ça va être sympa. Voilà, personne ne se dit ça, personne n'a envie d'être accro, qui aux écrans, qui a un produit, qui au sport, à la pornographie et j'en passe. Et si c'était de la volonté, plus personne fumerait. Je me dis aussi aujourd'hui. Il n'y a aucune personne, si c'était juste un choix, dire je veux arrêter de fumer, et ça va être facile. Non, non, parce que c'est très compliqué. Arrêter de fumer, pour ceux qui nous écoutent, je suppose qu'il y en a qui fument et qui ont essayé, et ils savent la difficulté que c'est arrêter de fumer. Et ben pour les produits psychotropes, hein, c'est exactement le même problème. C'est là J'ai que se besoin d'aide. situe, je me permets de rebondir et tu auras peut-être rebondir encore sur ce que je vais dire, mais c'est là que se situe la distinction entre, d'une part, la question de la volonté et d'autre part, la question de la motivation. Et tout le travail des profs-sel, c'est justement d'accompagner plutôt sur un travail dit motivationnel que sur la question de la volonté, parce que ça n'est effectivement pas une question de volonté. Et tous les gens qu'on voit, ils sont volontaires, hein, mais c'est autre Oui, chose. oui, oui, oui. Oui, oui, tous volontaires. Tous les dépendants sont. Et encore, voilà. Moi, c'était pas. Ce que je vis aujourd'hui, je l'avais pas prévu. Hein. Vraiment, mon abstinence, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est quelque chose qu'on m'a proposé et que j'ai accepté. Mais c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est-à-dire que moi, dans l'absolu, je voulais, comme tout bon dépendant, consommer moins, hein, apprendre, en tout cas, à consommer moins. J'ai très vite compris que l'idéal serait d'arrêter toute consommation de produits psychotropes. Mais et c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'aide, hein, parce que, on Mmh. va dire, entre 25 et 30 ans de consommation, il y a un Alors, reparamétrage du cerveau qui doit se faire et qui est vraiment on va, assez, on va, assez. on va y venir justement. Donc, on a parlé un petit peu de ce déclic, on a parlé de cet échange avec ta sœur, ancienne dépendante, 10 ans d'avance sur toi, si je puis dire. C'est ça, c'est ça. Euh, euh, de quoi elle te parle? Et elle te parle, il me semble, d'un lieu en particulier, en l'occurrence, là où elle a été. Alors, il ne s'agit pas de faire la promotion, là, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment t'es arrivé du coup dans les soins et quel a été ton parcours? Je sais que tu te définis comme un primo-accédant. Oui, oui. Voilà, je te laisse peut-être commenter et nous expliquer cela du coup.
Alors l'établissement par lequel elle est passée, elle, donc elle m'oriente vers cet établissement. Euh, J'y vais. Je ne discute pas. Alors là, je suis à un point, je suis dans un tel état physiquement et mentalement que de toute façon, je suis prête à tout. S'il faut faire le chemin de Compostelle à genoux, je le fais, quoi. Et elle m'envoie dans cet établissement. Moi, je ne sais pas ce que je vais y faire. Je ne sais pas. Alors, je pense que je vais apprendre à consommer moins. Et quand je l'appelle, parce que je suis quand même paniqué, je veux dire, je sais pas je sais pas comment je vais cuisiner là-bas. Je l'appelle un jour, je l'appelle et elle me fait une réponse qui était plutôt laconique. Elle me dit tu vas pas au Club Med. Ouais, voilà, fin de la discussion. Et c'est heureux parce que si elle me dit ce qui s'y passe, à moi dépendant, je n'y vais pas. Voilà, parce que c'est faire un travail sur soi, c'est un peu se mettre à poil. Et j'y vais. C'est difficile, mais j'y vais et je fais ce qu'on me dit de faire. Voilà, je ne transige pas, je ne résiste pas. De toute façon, il y avait deux solutions. Soit peut-être qu'à cette heure-ci, je serais mort, j'en sais rien, mais je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné pour moi. Effectivement, comme tu dis, primo-accédant, c'est la première fois que j'essaye d'arrêter de consommer et ça fonctionne la première fois. Et je sais la difficulté, je rencontre des dépendants souvent, et je Mmh. sais parfois la difficulté, Les parcours que les c'est parcours et exactement. chaotiques qui Alors, existent. tu as d'abord été faire tu as commencé ton parcours, si on rentre un petit peu dans le détail, tu as fait un sevrage en milieu hospitalier, un Oui, sevrage oui, physique, en oui, l'occurrence, qui est la oui. première étape. Là encore, j'ai envie de préciser que c'est et d'insister sur le fait que le sevrage, on parle de cure parfois également, c'est finalement vraiment uniquement la première partie. Et ce qui est le plus essentiel, c'est finalement ce qui va venir après. Et ce Eh qui est oui. après, c'est la question du rétablissement. Le sevrage correspond vraiment au fait d'enlever, si on fait ça de manière simple et dit Mhm. autrement, le produit de l'organisme et faire en sorte Oui. qu'il n'y ait plus de symptômes de manque sur le plan physique. Mais la personne n'est pas rétablie. C'est un peu, on peut prendre souvent cette image d'imaginer, vous vous êtes cassé le pied, le moment où on vous enlève un plâtre, ou l'attelle, parce qu'on fait de moins en moins de plâtre aujourd'hui, mais vous allez ensuite aller faire de la rééducation. Si vous ne faites pas cette rééducation, ou si vous la faites mais que vous ne la faites pas correctement, bah, vous risquez de vous blesser. Bah, c'est un petit peu la même chose et Ouais. j'ai envie de dire, alors oui, l'attelle ou le plâtre est essentiel, effectivement, le sevrage l'est tout autant, mais peut-être encore plus la question de la post-cure. Alors, il peut y avoir d'autres formes de parcours qui peuvent se faire en ambulatoire. Enfin, il existe aujourd'hui un certain nombre de choses et beaucoup de parcours de santé sont possibles et envisageables. Mais voilà, de bien avoir à l'esprit qu'un sevrage ou une cure est finalement la première étape. Alors, il y en a avant, il y a la demande d'aide, enfin, etc. Mais dans le début du parcours de rétablissement, c'est le moment où tout peut devenir possible. Voilà. Alors, tu as fait un sevrage en milieu hospitalier et puis directement, on est venu te chercher. Ah ouais, Et tu ouais. avais insisté là-dessus, hein, Ouais, je me rappelle pas quand on avait de... préparé cette conférence ensemble, on est venu limite te chercher dans le service. Ah, carrément. Voilà, Directement. et on t'a emmené, quoi. Alors, qu'est-ce qui Ils s'est savent trop, passé? ils savent trop comment ça se passe. Parce qu'une sortie, si on laisse un laps de temps indépendant, on le laisse un peu dans la nature. Tu peux... Il y a pas de, il faut pas qu'il y ait une faille parce que sinon, s'il y a Ah une non, non, faille, non, non. hop, on y va. Faut pas offrir une Le, faille à un dépendant. le dépendant, Voilà. malheureusement, et ça fait partie aussi de sa maladie. D'où l'importance du cadre aussi, et du cadre thérapeutique, etc. On pourrait en reparler aussi, ça, mais pour une question de temps, on va continuer. La post-cure, comment elle se déroule? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Elle dure plusieurs semaines, en l'occurrence. Deux Et puis, mois. tu vas faire des rencontres essentielles au cours de ces 2 mois avec des anciens usagers et notamment dans ce qu'on appelle les mouvements d'entraide. Et j'aimerais bien que tu puisses partager dessus sur qu'est-ce qui se passe dans ces mouvements d'entraide, notamment ce qu'on appelle les NA, les narcotiques anonymes. Vous connaissez sans doute de nom les alcooliques anonymes ou les AA. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On parle de parcours de rétablissement, il y a des étapes, 12 étapes. Oui. Voilà, je te laisse nous partager et expliquer pourquoi c'est central et essentiel aussi à un moment donné que cette approche par le groupe et par les pairs. Alors, je vais dans cette post-cure qui est basée alors sur le système des AA, des alcooliques anonymes et narcotiques anonymes. Pareil, moi je ne sais pas. Euh, J'écris beaucoup. Beaucoup de choses se passent par écrit. Par exemple, il y a quelque chose qui a été salutaire pour moi, c'est rédiger 75 exemples, ça peut sembler énorme, de mes consommations et de leurs conséquences. C'est-à-dire, voilà, dans le milieu familial, amical, financier, sexuel, professionnel.
Et pour moi, dans ma tête, je me souviens, mon thérapeute, je lui dis, mais moi, j'en ai pas 75. Il m'a dit non, t'en as un tous les jours. Hein. Voilà. C'est-à-dire le fait d'avoir consommé, d'arriver 10 minutes en retard au boulot, c'est déjà une conséquence. Et effectivement, j'écris ces 75. Alors, c'est assez fastidieux et très fatigant et usant. C'est-à-dire, quand j'ai fini ces 75 exemples de conséquences de mes consommations, c'est un peu, on me met sous le nez ma perte de maîtrise, ma perte de contrôle. Et voilà. Et il m'est précisé, bah, ta vie, c'est ça. Et effectivement, ma vie, c'est ça. C'est que de la déception, c'est que des incidents, des accidents, des déboires. Et effectivement, et à ce moment-là, le déni commence à tomber parce que le déni, la résistance, ils sont toujours là, quoi. Hein, ça part pas d'un coup d'un seul. Et je suis entouré effectivement de gens, on est une vingtaine de gens qui sont comme moi, qui sont malades dépendants et qui viennent essayer de se débarrasser, on ne se débarrasse jamais, mais de s'affranchir de leur de leur dépendance active. Et je rencontre dans cette post-cure les narcotiques anonymes. Alors effectivement, j'avais entendu parler des alcooliques anonymes, que j'ai utilisé aussi hein, sur Nancy à une époque, mais j'entends parler de ça, mais pour moi, ça me dit rien. Je sais même pas ce que c'est. Puis je me dis, tout ce qu'on fait par écrit, je comprends pas je comprends pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Moi, je me dis, écrire, comment je vais rester abstinent en écrivant des trucs euh, alors déjà, pour commencer, j'ai annoncé à tout le monde que je venais pour modérer ma consommation, hein, pour gérer ma consommation, et je les ai vus tous sourire. Donc là, par contre, j'ai très vite compris que ça serait judicieux pour moi de ne plus rien consommer. Mais par contre, ça me colle un vertige de dingue, parce que je me dis tout de suite, comment je vais faire pour vivre? Et il est là le challenge, en fait. Comme tu l'as dit, se débarrasser physiquement des produits, c'est plutôt rapide, c'est plutôt assez simple. Se débarrasser, c'est-à-dire affranchir le cerveau des produits, c'est une autre histoire. Et j'ai appris. Alors, j'allais dans des réunions à Paris, c'était obligatoire. Les réunions narcotiques à Paris, c'est entre 60 et 80 personnes, donc pour me cacher, c'était au poil. Hein, je me mettais dans le fond, personne ne venait me voir, je ne parlais pas, j'écoutais. Mais je faisais pas, moi, je comprenais pas comment je pouvais assister à ces réunions, continuer à assister à ces réunions et devenir abstinent et heureux de l'être, parce que ce qui est important, c'est d'être abstinent et heureux de l'être. Je n'ai pas remplacé. Alors, j'ai souvent la question hein, quand j'interviens dans les entreprises, Alexis, on pose la question, mais comment tu te lèves, t'as peur et tout. Non, j'ai pas remplacé mon obsession de consommer par une obsession de ne pas consommer. Si je remplace par une obsession de ne pas consommer, c'est mort. Voilà, c'est mort. Le produit va. Ou de passer vers autre chose, que c'est aussi des questions qu'on a. Hein. C'est est-ce Voilà. que c'est s'arrêter de quelque chose, c'est pas passer ou un risque de passer vers un autre produit ou une autre forme d'addiction. Ah oui, oui, ouais. C'est Bah, la je l'ai question. eu, hein, ça, c'est-à-dire, j'ai fait des achats compulsifs au début, moi. Voilà, Mmh. on se débarrasse pas. Je suis pas débarrassé, en tout cas, de mon addiction, des addictions comme ça. Mais à un moment, il y a un réglage qui s'opère. Effectivement, le curseur se trouve à la bonne place. Mais je comprenais pas, moi, hein, les groupes de parole, comment j'allais pouvoir rester abstinent et heureux de l'être grâce à ça. Mais je suis resté parce que je me suis dit, j'ai juste à me souvenir, même aujourd'hui, hein, j'ai juste à me souvenir d'où je viens, hein, il y a 17 ans et demi, dans quel état j'étais. Et je peux vous dire que j'ai pas du tout envie de reprendre un demi-verre ou un joint ou quoi que ce soit. Quoi, voilà. Et j'y ai trouvé, moi, ma solution. Voilà. C'est-à-dire que j'ai découvert que je souffrais de mes émotions, que je ne savais pas gérer mes émotions. J'ai appris à en parler. J'ai appris à parler de moi et je peux vous garantir que sans produit, pour moi, c'était un effort considérable, à parler devant des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai été sauvé, je prends toujours cette phrase, j'ai été sauvé par des inconnus en fait. Tout ce que ma femme ou mon entourage essaie de faire, les inconnus l'ont fait. Mais j'ai été confronté aussi. Hein, ça c'est pas vraiment que de la. Il y a toujours de la bienveillance, mais j'ai besoin d'être confronté. C'est-à-dire, je peux arriver dans ce centre de post-cure, on me pose une question, on me dit ça va Bruno, je suis capable de dire oui, ça va. Alors ouais, t'es dépendant, ta femme s'en va, t'as plus de boulot. T'es en post-cure et ça va quoi. Je suis encore capable Alors, à ce moment-là de dire oui, ça va. pourquoi les groupes de parole, les mouvements d'usagers comme les narcotiques anonymes, les alcooliques anonymes, et cetera, fonctionnent? Alors, il y a plein de raisons, hein, mais peut-être pour aller vite puis prendre, parce qu'on va prendre des questions maintenant, mais heu, c'est la question de l'identification, au-delà des étapes, du Bien programme, de ce qui sûr, est proposé, mais bien sûr. la question de l'identification, elle est très forte et dans ces groupes, vous avez, effectivement des personnes, comme Bruno à l'époque, qui sont, bon,
qui viennent, savent pas trop pourquoi, ils ont pas forcément envie, ils accrochent à certaines choses, mais pas à tout. Parfois, il y a du rejet, parfois, il y a de la colère. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais dans ces groupes, il y a également des personnes comme Bruno aujourd'hui, en revanche, qui sont rétablies pour le coup. Et c'est là où ce phénomène d'identification peut amener quelque chose qui est très fort et qui peut se passer, qui peut se dire entre dépendants, qui est l'identification à des parcours, même si chaque parcours est unique, et qui va amener à un moment donné un message d'espoir. Et cet espoir, il ne se dit pas forcément, mais il se vit. Et c'est de se dire, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais d'autres l'ont fait et d'autres y ont réussi. Et l'une des forces aussi des patients experts aujourd'hui, bah, c'est cette capacité de proposer cette identification et ce miroir finalement positif. Et j'espère aussi que c'est ce qu'on arrive d'une certaine manière à faire aussi aujourd'hui ensemble, de vous apporter un message d'espoir parce que j'ai totalement conscience et Bruno aussi, et puis nous tous qui travaillons dans le secteur, que quand on est confronté à la problématique, qu'on soit confronté directement à titre personnel, parce qu'on a une problématique d'addiction ou parce que l'on a dans son entourage, personnel ou professionnel, quelqu'un qui nous est proche, qui nous est cher et que l'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas ce fameux déclic, à quel point ça peut être impactant, à quel point on peut être dans une dimension de souffrance, se sentir seul, garder ce message d'espoir et puis de garder à l'esprit qu'il ne faut pas rester seul par rapport à cela, y compris quand on est un proche. Et il y a un certain nombre de ressources qui existent pour cela. Alors, il y a effectivement les mouvements d'entraide. Sachez que vous pouvez y aller en tant que proche dans la mesure où la réunion est ouverte. Vous pouvez demander à ouvrir la réunion, mais il y a également des mouvements où c'est déjà indiqué dans les réunions et dans les dates, les dates de réunion et préciser s'il y a un petit O entre parenthèses et qu'elle est déjà naturellement ouverte. Et puis il y a également des groupes, notamment pour l'alcool, qui sont proposés spécifiquement pour les proches. On pense aux Alanons pour l'entourage, on pense aux Alatines pour les enfants. Je vous partage également une ressource désormais dans le chat, dans le fil de conversation, une ressource qui s'appelle Addicted et puis qui va répondre à une question d'une personne que je vais reprendre, qui nous a partagé dans le chat, sans possibilité financière de payer de multiples consultations, quand bien même je parviendrai à trouver une personne digne de confiance et qui corresponde à ma problématique de mal-être, vers qui me tourner. Merci beaucoup pour ce témoignage courageux et généreux dans sa présentation. Merci déjà, un premier remerciement pour Bruno. Sur la partie consultation, je vous partage un annuaire. Alors, je ne sais pas de quel type de mal-être on parle, mais si on parle d'une problématique d'addiction, je vous partage un annuaire et un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle Addicted, sur lequel vous allez retrouver des lieux de consultation avec les services hospitaliers, les structures dites extra-hospitalières, qu'on appelle les XAPA en addictologie, ou les CJC pour les jeunes consommateurs. Vous allez retrouver également les addictologues en libéral. Tous les premiers lieux de consultation sont des lieux gratuits. Je rebondis également sur la question des possibilités financières. Ce sont des lieux où l'on ne paye pas. C'est directement pris en charge. Il n'y a même pas d'avance de frais à faire, qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit dans un XAPA, une CJC, etc. Pour les addictologues en libéral, on reste dans le circuit de soins traditionnel avec la sécurité sociale et la mutuelle, notamment s'il y a des dépassements d'honoraires. Voilà, première chose que je pouvais partager sur cette première question. Puis vous avez également les numéros, hein, n'hésitez pas à y faire appel. Il y a qui sont gratuits également. Alcool Info Service, Drogue Info Service, Joueur Info Service, Tabac Info Service que l'on connaît souvent et dont on nous parle beaucoup, notamment pendant le mois sans tabac. Bref, vous avez un certain nombre de ressources qui sont gratuites et que l'on peut utiliser, y compris quand on est un proche. Voilà, donc je vous invite à Bruno, en tout cas, un grand merci pour ce témoignage qui est toujours très fort. C'est toujours la grande force des patients experts. J'espère que ça a répondu pour les personnes qui étaient avec nous à leurs attentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? J'en ai aperçu une ou deux encore dans le chat, mais n'hésitez pas à nous les adresser, c'est le moment, soit dans le chat ou dans l'onglet questions. On a une question qui nous est posée sur la question de la nourriture. Alors, la question de la nourriture, on nous demande si on peut être addict à la nourriture. Alors, je vais vous faire une première réponse qui ne va pas aller dans le sens, j'imagine, de la question, mais on est tous dépendants à la nourriture. De fait, je suis moi-même dépendant à la nourriture et comme tout à chacun aujourd'hui, c'est évidemment un besoin vital. On ne peut pas vivre sans se nourrir ou sans manger. Je comprends bien qu'il y a autre chose derrière votre question. Alors, il y a déjà peut-être une première précision, ce qui va relever de ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire ou les TCA. Dedans, on va y retrouver l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Ce sont des troubles qui rentrent aujourd'hui
dans effectivement la sphère des addictions, même si ça fait débat pour certains professionnels, mais il y a ces premiers aspects. Et puis après, ce qu'on va projeter au niveau de la nourriture, et peut-être que vous voulez parler peut-être de l'addiction au sucre. Effectivement, il peut y avoir une addiction au sucre ou à d'autres formes encore de certains aspects de la nourriture et qui peuvent apparaître à un moment donné comme une compensation, comme une récompense également, tel que le décrivait dans le mécanisme Bruno, qui va venir répondre même à une forme d'anxiété où on va venir finalement remplir ou combler symboliquement et réellement cette anxiété par des prises de nourriture importantes. Donc là, oui, effectivement, il peut y avoir certaines formes de dépendance. Et on retrouve des comportements compulsifs. Je vous renvoie également aux 5 C que j'évoquais tout à l'heure dans la définition de l'addiction. Et donc là encore, les professionnels de l'addictologie peuvent accompagner sur ces sujets. On avait un commentaire disant que la description des addictions, je ne sais pas à quel moment elle est arrivée, mais est vraiment parfaite. J'ai connu la même traversée du désert. Merci du coup pour ce témoignage. Une autre réaction plus qu'une question, disant que la société qui se livre au narcotrafic, plus on va s'y livrer, plus on aura des cas. Alors effectivement, enfin, plus aujourd'hui on est face à comment dire on est face à un constat d'une disponibilité des produits qui est de plus en plus croissante, l'émergence de ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, la cocaïne, le cannabis dont je parlais également tout à l'heure, qui sont de plus en plus malheureusement banalisés dans leur consommation. Donc oui, statistiquement et naturellement, plus il y a de facilité d'accès, de disponibilité en quantité également, de possibilité de s'en procurer, plus il y a effectivement de consommateurs et d'usagers malheureusement, et on a de plus en plus de polyusagers. On a une question encore sur les spécificités de l'addiction au jeu. Alors, dans ce qu'on appelle les addictions dites sans produit ou les addictions comportementales, on va retrouver dans les grandes classifications internationales des maladies, effectivement, depuis quelques années, la reconnaissance de l'addiction au jeu. L'addiction au jeu, elle se situe à différents niveaux. Il y a l'addiction aux jeux vidéo, et nous avons également l'addiction à ce qu'on appelle les jeux d'argent et de hasard, les paris sportifs également. Donc là, il y a à la fois tout ce qui va être lié aux tables de jeu, au casino dit terrestre, à toute cette offre de jeux un peu traditionnelle, et puis tout ce qui va être en ligne également, dont une grande partie est considérée comme illégale en France parce que non régulée par le régulateur du jeu qui est l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux en France. Puis après, il y a toute l'offre PMU, FDJ, etc., que vous connaissez sans doute. Dans les spécificités, il y a toujours les mêmes critères, la perte de contrôle, la compulsion, le craving, les conséquences. Dans les conséquences, il y a des conséquences qui sont principalement sociales, des conséquences financières, etc., etc., qui sont encore plus massives, je dirais, dans l'addiction au jeu. Enfin, si on parle notamment de jeux d'argent, si c'était de cela dont vous parlez, que dans les autres formes de dépendance. Une question qui est encore plus dans le thème, je vois qu'il y a encore d'autres questions qui arrivent, même si leur tourne, on va terminer sur celle-ci, mais une question qui est en lien directement sur la corrélation entre la dégradation de la santé mentale et la relation avec la question de la consommation de produits. Finalement, l'un entraîne dans l'autre, vous l'avez compris, on peut parler de pathologie duel. Est-ce qu'on reste dépressif après une post-cure? Est-ce que tu as envie de... J'ai un tout petit peu répondu tout à l'heure, Bruno, est-ce que tu as envie de répondre? Et puis éventuellement, je compléterai. Je ne vais pas vous dire que ma dépression a disparu du jour au lendemain, mais aujourd'hui, c'est quelque chose dont je me suis complètement affranchi. Il m'arrive d'avoir des coups de mou, mais comme tout le monde, mais c'est quelque chose que je ne croise plus. Voilà. Ma dépression, c'est comment a disparu avec ma consommation. Voilà. Et moi, là, pareil, je ne faisais pas le lien. Voilà. Donc, Alors, je ne prends plus de médicaments, quasiment. Hein. Je me soigne quand même. Hein, je suis pas un addict à la douleur. J'ai mes limites. Mais voilà, pour, si j'ai un coup de mou, je vais dans les groupes. Je vais parler. Voilà. Pour une grande part des patients, effectivement, il va y avoir une disparition de la symptomatologie dépressive ou anxio-dépressive assez rapidement après une cure, voire une post-cure. Après, on peut être aussi face à des dépressions résistantes et qui vont nécessiter à ce moment-là un accompagnement spécialisé, mais tout en tenant compte également du parcours et des spécificités, de la question des limites, peut-être de la fragilité à l'égard de la consommation de produits. Donc, ça devra être effectivement bien accompagné et pris en charge pour pas qu'on rebascule vers un mésusage de l'automédication et des prises de risques encore différentes. Mais c'est tout à fait
voilà, ça peut effectivement arriver. Une question encore, est-ce qu'il est possible de prévenir les addictions dès l'enfance et comment? Alors, plusieurs choses, en faire un sujet non tabou, euh, même au sein de la famille ou au sein de l'école, au sein du collège éventuellement. Donc là, il y a des choses qui sont effectivement à envisager, à faire, en parler, avertir. Il ne s'agit pas de diaboliser les addictions, mais il ne s'agit pas non plus de les banaliser. Donc c'est vraiment en parler avec justesse, selon moi. Et puis il y a ce qu'on appelle le développement, notamment pour les plus jeunes, des compétences dites psychosociales. Et donc là, il y a des programmes qui existent, il y a un certain nombre d'actions qui sont envisageables, tant sur la question et la sphère des écrans, qui est vraiment une thématique, et je n'aurai pas le temps de la traiter aujourd'hui, mais qui est vraiment essentielle, que d'accompagner aux différentes étapes de la vie et des âges en matière de prévention, mais également sur la question du tabac, des premières expérimentations, des premières consommations d'alcool, de produits stupéfiants. Et voilà, c'est vraiment important effectivement de pouvoir mettre en place des programmes de prévention et d'aborder le sujet dans les écoles. Un grand merci. Je vois que c'est un sujet qui, alors je ne sais pas si ça vous passionne, mais en tout cas qui vous intéresse. Il y avait beaucoup de questions. J'ai vraiment un grand merci pour votre participation. On va vous demander juste quelques instants, même si on va se dire au revoir. Un grand merci pour votre passion. On va vous partager dans le chat un petit lien. Un grand merci si vous pouvez prendre juste 30 secondes, c'est promis, ça ne sera pas plus, pour nous dire ce que vous avez pensé de cette conférence en ligne, si ça a bien répondu à vos questions, à vos attentes. Bruno va vous partager le lien. Donc merci de prendre simplement quelques instants. On est toujours aussi dans une logique d'amélioration continue. Donc on est là aussi pour entendre s'il y avait des axes d'amélioration ou des choses que vous souhaitez nous partager. Donc vraiment merci de prendre ces quelques secondes. Bruno, c'est bon pour Alors toi? le lien y est. Je ne sais pas si les gens y ont accès. Moi, je le vois, je l'ai sous les yeux. Tu le vois, toi, Alexis? Non, je ne le vois pas, non. Tu l'as mis Ah, dans le alors attends. chat? Ouais. Je l'ai, extranet. Dans le chat, hein? Dans le fil Voilà, de ça y est, il y conversation est. à droite. Ah, ça y est, Il je y le est. vois. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Bruno. Tu vois, tu as beaucoup de remerciements Oui, pour ton merci à vous tous. témoignage. C'est de Merci à l'espoir aussi, hein. vous. On vous a plombé un peu, mais c'est de l'espoir, quand même. Puis alors, tu as dit que c'était important d'avoir une abstinence heureuse. Je pense que ton Ouais. Ah sourire oui, est, oui. est, est, euh, est- est co- comment dire, communicatif. Enfin, voilà, je pense qu'effectivement, c'est ça aussi qui est important à retenir. Euh, donc, gardez espoir si jamais vous êtes concerné de près ou de loin par ce sujet et ne restez pas seul. Un grand merci à toutes et à tous. Et puis, peut-être à une prochaine fois dans le cadre d'un prochain webinaire Unéo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Au revoir.